L'exposé de ce jour, comme on l'a dit, fait suite à une publication d'un article dans le traité théorique et pratique de responsabilité civile qui a été édité par Cluer, et alors puis dans un tiré à part dont l'exemplaire vous a été montré tout à l'heure. Et on nous a donné pour mission, à mon père et moi, de mettre à jour un article qui avait été écrit par Madame de Noël. Ouvrage qui avait été écrit en 1999, et donc nous avons une mission de refaire le tour de la question en matière de responsabilité des personnes que l'on doit surveiller. Alors, dans cet ouvrage, on fait le point, il y a 4 grands chapitres. Le premier, c'est la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Le second chapitre, c'est la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves. Un troisième chapitre qui parle de la responsabilité des communes du fait de leurs habitants, qui est souvent méconnue. Et enfin, de manière un peu plus générale, nous traitons de la responsabilité des personnes que l'on a sous sa surveillance sur pied de l'article 1382. Alors, comme aujourd'hui, nous disposons d'un temps limité, et pour ne pas vous ennuyer, je vais aborder uniquement les deux régimes de responsabilité du fait des personnes que l'on doit surveiller consacrés par le Code civil. Donc, c'est-à-dire la responsabilité des parents et la responsabilité des instituteurs. Et je vais rappeler les bases théoriques avec à l'appui un PowerPoint en citant quelques exemples tirés de la jurisprudence, donc pour trouver toutes les références dans l'ouvrage. Alors, avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet, je trouvais qu'il était bien de resituer où on se trouvait par rapport à la matière de la responsabilité civile. Donc vous avez la responsabilité contractuelle, la responsabilité extra-contractuelle. Et dans la responsabilité extra-contractuelle, également appelée responsabilité délictuelle, vous avez la responsabilité du fait personnel, c'est l'article 1382. Et d'un autre côté, vous avez la responsabilité du fait d'autrui, ou du fait des choses qu'on a sous sa garde ou dont on est propriétaire. Et ça, c'est l'article 1384 du Code civil qui le consacre, qui dit qu'on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Alors, dans la responsabilité du fait d'autrui et non pas des choses, il y a trois catégories de responsabilité. La responsabilité des maîtres et des commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés. Donc, c'est la responsabilité des employeurs pour les faits commis par leurs travailleurs. Vous avez également la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs. Et enfin, la responsabilité des instituteurs pour les dommages causés par leurs élèves, alinéa 2 et alinéa 4. Et la responsabilité des parents et des instituteurs, c'est ce qu'on appelle la responsabilité des personnes que l'on doit surveiller, qui fait l'objet de l'ouvrage. Donc dans l'ouvrage, on ne parle pas de responsabilité des personnes agissant pour autrui. Alors, il y a, dans la responsabilité du fait d'autrui, il y a, de manière générale, il y a une distinction, c'est que dans la responsabilité des personnes agissant pour autrui, il y a une présomption irréfragable qui pèse sur l'employeur quand son travailleur a commis un acte dommageable, tandis que pour la responsabilité des personnes que l'on doit surveiller, les parents et les instituteurs vont devoir endosser une responsabilité, des présomptions de responsabilité qui sont réfragables et qui pourront renverser, comme je l'expliquerai par la suite. Dans la responsabilité du fait d'autrui, il y a 4 points communs qu'on retrouve dans tous les régimes. C'est que la responsabilité du fait d'autrui nécessite un fait générateur commis par celui dont on doit répondre en lien causal avec le dommage. C'est-à-dire que l'enfant, l'élève ou le préposé doit avoir commis une faute en lien causal avec un dommage. Le deuxième point commun, c'est que la responsabilité du fait personnel coexiste avec la responsabilité du fait d'autrui. Ça veut dire que la victime peut agir tant à l'encontre du civilement responsable, le parent, l'employeur, l'instituteur, que contre l'auteur direct du dommage, qui peut être l'élève, l'employé, l'enfant, sur base de l'article 1382. Un troisième point commun, c'est que le civilement responsable peut se retourner contre l'auteur du dommage, c'est-à-dire que la victime elle a une garantie de solvabilité quand elle fait son recours contre le parent, contre l'instituteur ou contre l'employeur, mais bien entendu ces personnes peuvent se retourner, elles, contre l'auteur direct du dommage.
Et enfin, dernière condition, c'est la condition d'altérité, c'est-à-dire que pour faire marcher le mécanisme de l'article 1384 sur lequel je vais revenir, il faut que la victime soit un tiers, c'est-à-dire que l'enfant, si par exemple un parent blesse son enfant, l'enfant ne va pas pouvoir se retourner contre son parent en invoquant les présomptions de l'article 1384. Idem si un instituteur blesse son élève, l'élève, les parents de l'élève va se retourner sur pied de l'article 1384 contre l'instituteur parce qu'il n'est pas dans cette relation. Alors maintenant, je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet, donc 2 chapitres dans mon exposé, la responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants et la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves. Donc je vais commencer par la responsabilité des pères et mères. Alors, par rapport à cette responsabilité, qui est concerné? De qui parle-t-on? Tout d'abord, les personnes dont la responsabilité est présumée, ce sont les parents. Je vais revenir sur cette notion de parent, qu'est-ce qu'on entend par parent. Deuxièmement, les personnes dont les parents sont présumés responsables, ce sont les enfants. Je vais également revenir sur cette notion d'enfant. Et enfin, les personnes qui peuvent invoquer l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, ce sont les tiers, comme je viens de l'expliquer. Alors, les personnes dont la responsabilité est présumée, c'est interprété de manière restrictive par la jurisprudence. Donc, quand on dit parents, on entend les pères et mères dont la filiation est établie et les parents adoptifs. Alors se pose aussi la question un petit peu épineuse des parents divorcés et des parents divorcés ou séparés. À l'heure actuelle, dans la jurisprudence belge, on considère qu'à partir du moment où un couple qui est séparé et qu'ils ont un enfant en commun, l'autorité parentale reste par principe conjointe et donc peu importe qui a l'hébergement de l'enfant, les 2 parents peuvent être tenus responsables et se voir appliquer la présomption réfragable de l'article 1384. Donc même si l'hébergement est exclusif chez l'un des 2 parents, l'autre parent qui n'a pas la garde de l'enfant pourra voir sa responsabilité engagée si son mineur cause un dommage à un tiers, parce que s'il pourra se dégager de son devoir de surveillance, par contre le parent aura plus de difficultés à se dégager de son devoir dans l'éducation qui reste conjointe et qui reste sous le couvert de l'autorité parentale. À l'heure actuelle, dans la jurisprudence majoritaire en droit belge, ce n'est qu'en cas vraiment de déchéance de l'autorité parentale que dans ce cas-là, les parents ne pourront plus être tenus responsables des dommages causés par leurs enfants à un tiers. Et en préparant cet exposé, nous sommes tombés sur un arrêt de la Cour de cassation française, rendu vraiment récemment, qui a été publié dans la Revue générale des assurances de responsabilité de 2014, où là on voit que la France se distingue de notre jurisprudence. Ici, il s'agissait en fait d'un enfant de 13 ans dont les parents étaient divorcés. Cet enfant va provoquer un incendie dans un bâtiment et la Cour d'appel de Rouen va condamner solidairement, parce qu'en fait, il faut savoir que l'enfant de 13 ans était hébergé exclusivement chez sa maman. Et la question est de savoir est-ce qu'on peut tenir également le papa responsable de cet incendie. La Cour d'appel de Rouen a dit qu'effectivement les parents étaient solidairement tenus à la réparation sur la base de l'article 1384, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt en disant que la responsabilité incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée. Donc ici, on verra bien si la jurisprudence belge va se rallier à cette jurisprudence de la Cour de cassation française. Seul l'avenir nous dira, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Alors, les autres, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, la notion de parent est interprétée vraiment de manière restrictive et donc la responsabilité des grands-parents ne peuvent pas être engagés sur la base de l'article 1384, des frères et sœurs, d'un tuteur, même si les parents sont décédés ou ont disparu de la circulation. C'est uniquement, quand on parle de l'article 1384 et de son mécanisme, c'est uniquement les parents adoptifs et les pères et mères dont la filiation est établie. Petite un peu alléger mon exposé. Alors maintenant j'en viens aux personnes dont les parents sont présumés responsables.
ben, ce sont les enfants mineurs. Tout le monde le sait en Belgique, donc la minorité est acquise à 18 ans. On regarde l'âge de l'enfant au moment des faits dommageables et non pas au moment de l'ouverture de la procédure, du procès. Ensuite, ben, quid des enfants mineurs émancipés? La Cour de cassation a tranché la question en disant que les parents ne sont plus présumés responsables de leurs enfants émancipés. Et enfin, en ce qui concerne les enfants mineurs prolongés, donc la minorité prolongée, c'est un statut sur lequel sont les mineurs qui ont une certaine déficience mentale et ils sont assimilés à un mineur de moins de 15 ans. Alors ça, la Cour de cassation n'a pas tranché la question, mais il subsiste une très grande controverse tant en doctrine qu'en jurisprudence. Pour certains, les mineurs prolongés sortent, les parents de mineurs prolongés ne peuvent plus être tenus responsables de leurs enfants mineurs prolongés, et pour d'autres, bien. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent invoquer l'article 1384? Donc ça, je l'ai dit, ce sont les tiers à la relation. Et notamment, un exemple que je peux donner, c'est par exemple un parent qui provoquerait un dommage à son enfant. Cet enfant ne pourrait pas se retourner contre l'autre parent pour engager sa responsabilité sur base de l'article 1384 parce qu'il n'est pas tiers à cette relation. Alors, comment fonctionne maintenant concrètement l'article 1384 alinéa 2 du Code civil? La première étape du raisonnement, et parfois on a tendance à s'oublier, c'est que la victime doit d'abord démontrer un dommage en lien causal avec une faute commise par un enfant mineur. C'est vraiment la base du raisonnement, c'est la première étape du raisonnement. Si la victime arrive à démontrer ce dommage, cette faute et cette relation causale, alors vont s'appliquer. Première présomption, les parents vont être présumés avoir commis une faute dans la surveillance et dans l'éducation. J'insiste, c'est cumulatif. Et une deuxième présomption vient s'ajouter, c'est que le lien causal entre la faute dans l'éducation et la surveillance et le dommage est également présumé. Ce sont des présomptions réfragables dans l'état actuel du droit. Donc je vous explique, je répète, la victime doit démontrer un dommage, la faute dans le chef du mineur et le lien de causalité. Se pose la question spécifique de la faute dans le chef du mineur, parce que pour que l'article 1384 alinéa 2 s'applique, il faut véritablement que l'enfant ait commis une faute. Or, la notion légale de faute requiert que l'acte illicite soit imputable à son auteur, ce qui implique le discernement, que l'enfant soit doué du discernement. Alors, en jurisprudence, là, le discernement varie d'une juridiction à l'autre, mais on estime que c'est entre 7 et 9 ans. Mais en tout cas, au-delà de 9 ans, quand on examine la jurisprudence, on considère qu'un enfant a le discernement. Mais alors, la question se pose, quid des enfants qui ne sont pas doués de discernement, qui sont en bas âge? Est-ce que la victime doit pour autant être privée d'indemnisation parce qu'elle n'arriverait pas à démontrer la faute dans le chef de cet enfant? Eh bien, pour ça, il n'y a rien dans la loi, le législateur ne s'est pas prononcé. Ce qui se passe, c'est que la doctrine et la jurisprudence ont volé au secours des victimes qui sont victimes d'actes de bas âge commis par des enfants en bas âge en créant la notion d'acte objectivement illicite. Alors, un acte objectivement illicite, c'est une création purement jurisprudentielle doctrinale. C'est un acte qui aurait été considéré comme étant une faute s'il avait été accompli par un enfant ayant le discernement. Et donc, ça permet que l'acte dommageable du mineur engage la responsabilité de ses parents à l'égard de la victime, même s'il est privé de discernement. Donc, on renforce par là la position de la victime, même si c'est quand même au prix d'une certaine contorsion intellectuelle qui laisse place vraiment à une très grande appréciation subjective de la part des magistrats. Alors, pour vous donner deux, trois illustrations de ce qu'on a considéré comme étant une faute et que l'enfant était doué de discernement et un acte objectivement illicite, j'ai été repêchée dans la jurisprudence d'abord une première décision du tribunal de première instance de Namur, où là il s'agissait en fait d'une fillette qui jouait dans un atelier de peinture. Elle faisait un atelier de plâtre et puis à un moment donné elle a commencé à jouer avec des allumettes, et dans cet atelier de peintre se trouvaient des fleurs séchées qui servaient à la réalisation d'œuvres d'art, et le bâtiment s'est véritablement enflammé
puisqu'en plus il y avait des produits de peinture qui se trouvaient aux alentours. On a considéré que l'enfant, la fillette de 9 ans, avait le discernement, qu'elle avait commis donc une faute et que la responsabilité de ses parents pouvait être engagée sur pied de l'article 1384. Un autre exemple aussi de faute, là c'est la cour d'appel de Liège, un arrêt de 2009. C'est un enfant de 8 ans qui s'est amusé à lancer des bouts de bois et des cailloux sur un autre enfant et malheureusement l'autre enfant va perdre une dent. Là on va également considérer que l'enfant de 8 ans a un discernement suffisant et que la responsabilité de ses parents peuvent du coup être engagés, qu'il a commis une faute et donc que le mécanisme article 1384 peut s'appliquer. Alors un exemple d'acte objectivement illicite, j'ai pris aussi un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 9 décembre 1998. Ici c'est l'histoire d'une mère qui va chercher son fils à la crèche et elle est accompagnée de sa gamine de 5 ans qui vient également rechercher l'enfant à la crèche. Et lorsque ces deux dames, donc, enfin, la mère et sa fille arrivent à la crèche pour rechercher le fils et donc le frère, quand la petite fille voit son frère en train de jouer en fait dans le jardin, la crèche avait un jardin, elle fonce et elle n'avait pas vu qu'il y avait une baie vitrée et donc elle s'est encastrée dans la baie vitrée et la vitre de la baie vitrée a littéralement explosé. Alors il faut savoir que l'assurance de la crèche a engagé la responsabilité de la mère pour un fait commis par sa gamine de 5 ans et pour récupérer les débours s'ils avaient dû indemniser la vitre cassée et donc ils ont fait un recours contre les parents pour obtenir le remboursement du coût de la vitre. Et là, on a considéré que la petite fille de 5 ans n'était pas douée de discernement, mais par contre, qu'il s'agissait d'un acte objectivement illicite qui permettait ici à l'assurance de la crèche de se retourner contre les parents et d'engager leur responsabilité par cette voie-là. Donc, si la victime a démontré le dommage, la faute et le lien causal, les parents sont présumés avoir commis une faute dans l'éducation et dans la surveillance, et le lien causal entre cette faute et le dommage est également présumé. Je l'ai dit, ce sont des présomptions qui sont, comme on dit, réfragables. Et donc, les parents peuvent démontrer, soit il y a deux possibilités, soit qu'ils n'ont commis aucune faute dans la surveillance et dans l'éducation de leurs enfants. Un seul défaut, enfin, si le parent démontre simplement qu'il a commis aucune faute dans la surveillance, ça ne suffit pas, il faut encore qu'il démontre qu'il n'a commis aucune faute dans l'éducation. Deuxième possibilité, le parent peut démontrer qu'il n'y a pas de lien causal entre le dommage et la faute dans la surveillance et l'éducation. Alors, sur le plan probatoire, la charge de la preuve qui repose sur les parents s'avère extrêmement difficile, voire impossible. Pourquoi? Parce que les parents doivent apporter une preuve négative, c'est-à-dire la preuve qu'ils n'ont commis aucune faute dans la surveillance de l'éducation. Et c'est pourquoi on voit quand même certaines juridictions qui acceptent en partant du principe que le devoir d'éducation et de surveillance est une obligation de moyens, que les parents apportent finalement une preuve positive en montrant qu'ils ont fait tout ils ont mis tout en œuvre pour mettre en place une surveillance adéquate et prodiguer une bonne éducation. On voit cependant que les juridictions sont extrêmement strictes par rapport à cette preuve, que les parents ne peuvent pas se contenter d'affirmations en disant qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, qu'ils ont placé leur enfant dans une bonne école. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai lu une décision du tribunal de première instance de Nivelles où un parent avait invoqué que son enfant était placé, je ne connais pas du tout la région, mais était placé suivait une scolarité à l'enfant Jésus, et donc partant de ce principe, il n'avait commis aucune faute dans la bonne éducation. Évidemment, le tribunal de première instance de Nivelles a balayé l'argument. Mais donc on considère que les parents doivent véritablement apporter des éléments concrets précis. Alors des bulletins, des attestations de proches, des instituteurs, et on voit à la lecture, je crois qu'il est très difficile de renverser ces preuves. Il y a également un arrêt de la Cour de cassation qui est relativement intéressant, qui on a posé la question à la Cour de cassation de savoir si on pouvait utiliser une enquête sociale, comme on a recours parfois en divorce ou alors devant les juridictions de la jeunesse.
La Cour de cassation n'admet pas ce mode de preuve parce qu'il considère que la finalité de l'enquête sociale, ce n'est pas de permettre aux parents de s'exonérer de leur responsabilité, mais à une toute autre finalité qui est de fixer les modalités de l'hébergement ou d'administration d'un mineur. Il y a certaines juridictions également qui font fi même de la possibilité pour les parents de démontrer l'absence de faute et regardent uniquement la gravité de l'acte commis par le mineur, et que si cet acte est grave, d'office, sans vraiment laisser la possibilité aux parents, la gravité intrinsèque de l'acte, selon certaines jurys, permet automatiquement de conclure un défaut dans l'éducation de la surveillance. Par exemple, on voit des juridictions qui disent que par exemple, un enfant qui fait des graffitis sur le mur, c'est un acte intrinsèquement grave et qui révèle en soi une mauvaise éducation ou un défaut de surveillance. Également le fait de frapper, il y avait un exemple, c'était un enfant qui avait frappé un autre enfant dans la cour de récré pour une histoire de tartine, et bien c'est un acte intrinsèquement grave qui révèle en soi un défaut d'éducation. Alors on voit comme ça tout doucement, et je vais y revenir, les juridictions qui tendent à instaurer une présomption quasi irréfragable, une responsabilité dite objective sans faute, sans vraiment mettre des mots dessus, mais on constate à la lecture de toutes les décisions que c'est vers ça qu'on va. Alors, et ici je ne peux évidemment pas partir de cette salle sans vous avoir parlé de deux arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles de 2007 et puis de la Cour de cassation, parce qu'en réalité tout est venu, voilà, c'est ce que j'ai appelé en marche vers une responsabilité objective sans faute, et je dois attirer votre attention sur deux arrêts et un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2008. En fait, les juridictions du pays et plusieurs auteurs renommés vont commencer tout doucement à partir des années 2000 à critiquer de manière vraiment tout à fait virulente le régime traditionnel de responsabilité des pères et mères tel qu'il a été construit au fil des années, et à juste titre, selon nous, ces auteurs et ces juridictions critiquent le système actuel de présomption de faute que les parents sont autorisés à renverser, qui est source grave d'insécurité juridique, tant l'appréciation qui est laissée au magistrat qui doit évaluer la qualité de l'éducation, la qualité de la surveillance, que cette liberté d'appréciation est trop grande. En effet, comment un juge peut apprécier de manière objective, de manière pertinente la qualité d'une éducation, selon quels critères, qu'il y a certains qui disent aussi que la théorie actuelle a pour effet de stigmatiser les parents lorsqu'un juge leur dit qu'ils n'ont pas bien éduqué leur enfant et que ce défaut dans l'éducation est en relation avec un préjudice parfois grave commis par leurs enfants. Et on en vient aussi à la conclusion absurde du fait que est-ce que les enfants qui sont bien éduqués et bien surveillés ne commettent-ils jamais de bêtises, même involontairement? Alors, par rapport à ça, il y a deux arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles du 23 octobre 2007 qui ont ouvert une brèche. Les faits à la base de ces deux arrêts, donc c'était un fait d'extorsion commis par un mineur au préjudice d'un autre enfant et un vol aussi de matériel commis par un enfant, et les victimes de ces faits vont vouloir engager la responsabilité des parents. Alors pour la Cour, il n'est pas possible, elle arrive à la conclusion qu'il n'est pas possible d'évaluer à l'aune de l'éducation et de la surveillance prodiguée la responsabilité des parents pour un fait isolé commis comme ça par un mineur, et la Cour va, dans ces deux arrêts, va demander aux parents, plutôt que d'apporter la preuve négative, donc démontrer qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'éducation et la surveillance, d'apporter une preuve positive que la faute de l'enfant trouve son origine dans une cause extérieure, étrangère à la sphère de la surveillance et d'éducation dans laquelle les parents peuvent exercer une influence. On commence à voir apparaître cette notion de cause extérieure, étrangère. Alors, le premier arrêt, les parents, qu'est-ce qu'ils avaient invoqué? Ils avaient dit que l'enfant, s'il avait commis un fait d'extorsion, c'est parce qu'il avait de mauvaises fréquentations, qu'il fréquentait des autres enfants qui n'étaient pas fréquentables. Et dans le deuxième arrêt, les parents vont invoquer la limitation intellectuelle de leur enfant en disant qu'ils n'avaient pas tout cet aspect-là. Alors, selon la Cour, ces
ces deux facteurs, la Cour a totalement balayé les arguments invoqués en disant que ces deux facteurs, la limitation intellectuelle et les mauvaises fréquentations, n'étaient pas tout à fait étrangers à la sphère de l'éducation et de la surveillance dans laquelle les parents jouent un rôle. Alors, les parents là, qui se sont vus condamnés donc, par la Cour d'appel de Bruxelles en disant qu'ils ne démontraient pas une cause étrangère extérieure à la sphère de l'éducation et de la surveillance, sont allés en cassation. Et donc je n'ai pas mis la Cour de cassation, et la Cour de cassation, comme parfois, ne s'est pas beaucoup mouillée, elle n'a pas clairement tranché la question, simplement elle a dit que la Cour d'appel n'avait pas interdit aux parents de renverser la présomption, que les parents pouvaient quand même toujours renverser la présomption, et qu'elle dit aussi que la Cour d'appel n'avait pas consacré une responsabilité objective sans faute en exigeant de rapporter la preuve d'une cause extérieure. On voit par la suite, donc suite à cet arrêt de la Cour de cassation, ces arrêts de la Cour d'appel, qu'il y a la jurisprudence qui va vraiment dans ce sens et qui va même encore plus loin en passant même l'idée selon laquelle le parent peut renverser la présomption. Ici, dans un arrêt du 24 juin 2009, c'est la Cour d'appel de Bruxelles, cette fois c'est une section francophone, qui va dire que seule la preuve d'une cause étrangère libératoire, c'est-à-dire une force majeure, faute de la victime ou un tiers, peut décharger un parent de sa responsabilité pour un fait commis par son enfant. Et donc finalement, cette jurisprudence va véritablement commencer à renforcer encore la protection de la victime et enclenche selon nous vraiment une marche vers une responsabilité objective et pose également, je cite aussi des auteurs dans l'ouvrage, la question d'une responsabilité, d'une RC familiale obligatoire. Alors nous estimons qu'une intervention de l'auteur face à ce brouillard dans les différentes décisions est tout à fait nécessaire et que les décisions au sein de différentes juridictions du pays sont parfois contradictoires. J'ai relevé, moi, comme je venais aujourd'hui à Nivelles, une décision du tribunal de première instance de Nivelles du 13 décembre 2010. C'était un enfant qui avait blessé, c'est justement l'histoire de l'école L'Enfant Jésus, où c'est un enfant qui va blesser un autre dans la cour de récré. Et en jetant des pierres sur un autre enfant, il va briser 3 dents à un autre enfant. Par rapport au devoir de surveillance, il n'y a pas de problème, les parents peuvent dire que l'enfant, au moment où il a commis l'acte dommageable, il n'était pas sous la surveillance des parents. Par contre, quant au devoir d'éducation, je dis que les parents se contentaient, face à ce ressort de la décision, se contentaient d'affirmer que leur enfant était à l'école Enfant Jésus et qu'ils ont choisi une école réputée, je cite, et qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour correctement élever et éduquer leurs enfants. Et ici, le juge a estimé que c'était tout à fait insuffisant pour renverser la présomption. Et donc on voit dans cet arrêt de 2010 que dans le raisonnement du tribunal de première instance de Nivelles, il n'est pas encore tout à fait, il ne s'est pas encore accordé à la jurisprudence des juridictions bruxelloises pour dire qu'il faut uniquement une cause étrangère libératoire pour dégager un parent de sa responsabilité. Voilà. Alors, de manière plus brève, je passe maintenant